Cours C4 099 en cycle 4. Qu'est-ce que nous allons travailler aujourd'hui? Dans un précédent cours, nous avons vu, donc dans l'activité C4 098, que l'organisme va lutter contre des micro-organismes au cours d'une infection. Alors, la réaction peut être rapide, et si cela ne suffit pas, alors des choses vont se mettre en place au niveau du système immunitaire pour assurer en fait le bien-être de l'organisme, c'est-à-dire éviter qu'il soit malade. Alors, lorsqu'il y a une infection, lorsqu'une bactérie, par exemple, donc les bactéries, ce sont des micro-organismes qui ressemblent, soit qui sont ronds, on parle de coque, soit ils ont une forme plus ou moins ovale, enfin ovale, on dirait une saucisse, et à ce moment-là, on les appelle des bacilles. Bon, peu importe. Une bactérie, par exemple, imaginons on se coupe, une bactérie vient se poser, alors pas se poser, mais elle se retrouve à un moment ou à un autre au niveau d'une plaie. Eh bien le corps va mettre en place une réaction que l'on appelle rapide. Cette réaction rapide, nous l'avons étudiée dans le cours C4 098, nous n'allons pas l'expliquer en détail, mais simplement, nous avions dit qu'au niveau d'une plaie, il y avait une rougeur, un gonflement et de la chaleur. Alors, on avait essayé d'expliquer pourquoi il y avait ces symptômes. Eh bien, ces symptômes sont dus à des cellules immunitaires qui correspondent à des leucocytes, on dit aussi globules blancs. Et ces globules blancs, ils avaient la capacité, dans notre cas, de traverser la paroi des vaisseaux sanguins par un mécanisme que l'on appelle la diapédèse. Et cette sortie s'accompagne d'un petit peu de plasma sanguin. Alors le plasma, c'est quoi? C'est ce qui reste du sang lorsque l'on a enlevé les globules rouges. Et la couleur du plasma est jaunâtre. Donc les globules blancs avaient traversé la paroi des petits capillaires sanguins pour rejoindre le lieu de l'infection. Et là, le rôle de ces globules blancs est un rôle un petit peu spécial, c'était celui on dit de phagocyter les bactéries, c'est-à-dire globalement de les englober et de les mettre à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule, et puis ensuite tout un système un petit peu particulier faisait qu'il y avait une digestion de ces bactéries, c'est-à-dire ces bactéries se trouvaient réduites en des milliards de petits morceaux qui pouvaient sortir éventuellement du globule blanc pour aller éventuellement, on ne va pas dire ce qui se passe parce qu'on est en cycle 4. On va garder un petit peu de suspense pour les années futures. Donc, ces bactéries étaient censées être détruites. Voilà. Seulement, quelquefois, cela ne suffit pas. Donc, les bactéries peuvent être en nombre très impressionnant, peuvent se diviser très rapidement. Et à ce moment-là, ce que l'on va faire aujourd'hui dans ce cours, C4 099, c'est essayer dans un premier temps de voir les symptômes de la lutte contre une infection persistante. Donc on avait vu les symptômes lorsque l'infection était à son tout début. En fait, on se coupe, bon, il y a une plaie, il y a du sang, ça coule, bon, rougeur, gonflement, etc. Bon, on l'a expliqué. Maintenant, essayons de comprendre ce qui se passe lorsqu'il y a une persistance au niveau de l'infection. Donc les symptômes de la lutte contre une infection persistante. On va dire qu'on va présenter une situation motivante, situation problème. Un jeune garçon n'a pas bien soigné une blessure au poignet, par exemple. Par exemple, il y avait une coupure. Bon, les réactions rapides ne suffisent pas. Apparemment, puisque
quelques jours plus tard, il a de la fièvre et il a des douleurs au niveau de l'aisselle. Alors l'aisselle, c'est ce qu'il y a sous les bras, à cet endroit-là à peu près. Alors là, nous allons essayer de résoudre ce problème en fait, c'est-à-dire en quoi ces symptômes, bien que pénibles, sont relativement importants et présentent un effet bénéfique. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre ça? On se dit on a de la fièvre et la première idée ce serait de faire baisser la fièvre. Mais là c'est pas toujours de bons conseils. Après les douleurs sous les bras, c'est fréquent. On peut avoir quelquefois lorsque l'on a une angine, un rhume, des douleurs ici, avec un petit gonflement. Vous allez comprendre tout à l'heure à quoi ça peut correspondre. Alors, on peut essayer de... bon, si vous voulez, vous pouvez faire un questionnaire. On peut s'amuser à vous dire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que, après avoir montré que la fièvre présente un intérêt dans la lutte contre les micro-organismes, à l'aide des documents 1 et 2 et 3, alors je rappelle que ces cours sont faits pour mes élèves en priorité qui disposent des documents. Si vous ne faites pas partie de mes élèves, malheureusement, il faut vous débrouiller pour essayer de trouver les documents. Mais pour des raisons de droit d'auteur, malheureusement, je ne peux pas les diffuser. Donc, documents 1, 2, 3, présenter l'intérêt qu'il y a à avoir de la fièvre. Puis ensuite, il faudra relier la douleur à l'aisselle à la présence d'une réponse immunitaire, c'est-à-dire le système immunitaire va répondre de manière à pouvoir essayer d'éradiquer les bactéries. Donc ça, à partir des documents 4 à 7. Bon. Alors commençons par regarder le document numéro 1. Alors comme d'habitude, je me mets à la place de l'élève et puis j'essaie de me mettre à sa place pour voir un petit peu comment l'élève peut réagir. Alors ce qui frappe à l'œil, déjà, c'est qu'il y a une courbe bleue. À quoi cette courbe bleue, enfin c'est quoi cette courbe bleue? Alors elle est irrégulière, on voit des plateaux, des creux, puis une montée très brusque. Si on regarde un petit peu les axes, on voit que c'est la température du corps en degrés Celsius en fonction du temps, en heures de la journée, et correspondant aux jours 1, 2, 3 et 4. Donc la température, on la met, alors pas de 0 évidemment, mais de 36,5 degrés à 39 degrés. Bon. Bien sûr, on peut avoir des températures qui montent à 40 degrés. Mais dans notre exemple, la température s'arrête à 39 degrés. Et donc on regarde le jour numéro 1. Alors, il faut savoir aussi que la blessure s'est faite au jour numéro 2 à midi. Donc on regarde le graphe, la courbe bleue. On a une courbe, alors on a une droite en fait parallèle à l'axe des abscisses du jour numéro 1 jusqu'à un petit peu avant minuit, 23 heures. Et au niveau de ce plateau, la température est à 37 degrés. Alors, certains élèves, entre parenthèses, me reprochent que les cours sont un petit peu longs sur Internet, mais c'est volontaire. C'est pour que vous preniez le temps de comprendre. N'oubliez pas que je me mets à votre place et que quelquefois vous comprenez bien, mais il y a des élèves, des personnes, des fois, qui ont plus de mal à comprendre. Donc, il faut faire le partage des choses. Alors, donc 37 degrés, le jour numéro 1, globalement. Mais arrive entre minuit et puis on va dire 11 heures du matin du jour numéro 2, la température est à 36,5 degrés. Bon. Ensuite, le jour numéro 2 à midi, la blessure se fait, donc une coupure, et on constate que la température est pratiquement la même, entre 36,5 degrés et 37 degrés, jusqu'à 6 heures du matin, le jour numéro 4.
Donc c'est important de comprendre que là, il se passe le jour 1, alors pas le jour 1 parce qu'il ne se passe rien, mais à midi le jour 2, puis le jour 3, apparemment il n'y a pas de réaction au niveau de la température. La température reste la même jusqu'au jour 4 à 6 heures du matin, où là, brusquement, il y a une montée en flèche de la température, c'est-à-dire qu'entre 6 heures du matin et 18 heures, 19 heures à peu près, la température, en suivant une droite, est montée jusqu'à 39 degrés. Autrement dit, si on regarde par rapport à midi, le jour numéro 2, et chaque fois qu'il est midi, eh bien, midi le jour numéro 2, jusqu'à midi le jour numéro 3, ça fait 24 heures. Et puis ensuite, le jour numéro 4, problème de batterie. Alors, donc je disais, je répète, midi le jour numéro 2, midi le jour numéro 3, la température est toujours la même. Et puis, 6 heures le jour numéro 4, donc 6 heures du matin, et jusqu'à 18 heures, la température monte en flèche à 39. Vous voyez, donc, on dit que une réaction lente se met en place. Alors, c'est pas que la réaction en elle-même est lente, mais c'est qu'il faut un certain temps, apparemment, pour que l'organisme s'aperçoive finalement qu'il y a une infection. Alors, tout ça, c'est à mettre entre guillemets. Donc là, au niveau de cette variation de température du corps, on s'aperçoit que, effectivement, un jour et demi à 2 jours après, il se passe quelque chose. Ce quelque chose, c'est l'augmentation de la température. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que la température augmente, évidemment. Alors, on dit oui, parce qu'il y a une infection. Bon, d'accord, il y a une infection. Mais qu'est-ce qui fait qu'au niveau de cette infection, il y a une augmentation de température? Donc, on parle de fièvre, qui est une élévation de température au-dessus d'une température normale, qui est à peu près à 37 degrés. Et au-dessus de 40 degrés, la fièvre peut présenter un risque mortel pour l'individu. Il est donc important de ne pas laisser la température s'élever de trop. Alors pourquoi mortel? Entre autres, parce que on a tout un système enzymatique dans le corps. Les enzymes, ce sont des protéines. Et ces enzymes sont fragiles à la température. Enfin, elles sont fragilisées lorsque la hausse de température est beaucoup trop importante. Or, comme les enzymes interviennent dans tout le métabolisme du corps, dans toutes les réactions chimiques du corps, pratiquement, eh bien, leur destruction est catastrophique au niveau du métabolisme. Bon, donc on n'en dira pas plus pour l'instant. Donc voilà, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation de température? En dehors du fait que l'on sait que c'est parce qu'il y a une infection. Mais qu'est-ce qui fait? Quel est le mécanisme qui fait que? Alors, si on regarde le document numéro 2, on nous présente un mécanisme de déclenchement de la fièvre. Donc la fièvre, c'est un mécanisme déclenché par l'organisme en réponse à une infection. Donc, apparemment, c'est tout à fait naturel. Maintenant, est-ce que c'est bien qu'il y ait de la fièvre ou pas? Tout à l'heure, on a dit non. Si la température dépasse un petit peu trop les 40 degrés. Mais là, vous allez voir que il peut être intéressant, au contraire, d'avoir une certaine température au-delà des 37 degrés. Donc on regarde le document numéro 2, puis on voit plein de couleurs, on voit plein de choses, et dans ces couleurs, on voit du bleu, on voit un rectangle bleu, et à l'intérieur, on nous montre une petite tache jaunâtre, avec une flèche qui arrive au niveau de cette tache jaunâtre. On remonte un petit peu les éléments, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a cette flèche verte qui arrive sur cette zone jaune du cerveau? Donc, il y a apparemment au niveau du cerveau une stimulation qui commande la production de chaleur. Donc, quelque chose va commander. Mais qu'est-ce qui commande cette production de chaleur excessive qui fait que la température monte à 39? Et on remonte un petit peu, on s'aperçoit que on remonte un petit peu dans le schéma, on s'aperçoit que dans un vaisseau sanguin, alors il y a évidemment une circulation sanguine,
Mais on nous présente plein de petits points verts qui correspondent, dans la légende, à une substance chimique produite par les phagocytes. C'est quoi les phagocytes? Ce sont des cellules qui vont faire la phagocytose, c'est-à-dire qui sont censées ingérer la bactérie, la digérer également pour la détruire et faire en sorte que cette bactérie se trouve sous forme de milliards de petites particules. Donc là, on nous dit, dans les vaisseaux sanguins, il y a une substance chimique qui est produite par des phagocytes et qui circule dans le système sanguin. Et apparemment, cette substance chimique vient stimuler la zone du cerveau. Alors, si on regarde un petit peu le schéma, on voit que un muscle a été un petit peu abîmé, coupé un petit peu, donc ça fait ce qu'on appelle une plaie, et il y a eu une infection. Et on voit que des phagocytes réalisent la phagocytose, et puis qu'il y a une libération de la part des phagocytes d'une substance chimique, et donc qui se trouve donc dans le globule blanc, à l'intérieur du cytoplasme, et que ces substances vont se retrouver à l'extérieur du phagocyte, c'est-à-dire que le phagocyte va libérer la substance chimique qui va passer dans le sang. Et là, on comprend très bien que ces substances chimiques vont aller dans la zone du cerveau pour stimuler une certaine zone du cerveau qui commande la production de chaleur. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre l'augmentation de température et le fait que le corps, il a reconnu les phagocytes ont reconnu qu'il y avait sur le lieu de l'infection des bactéries. Ces globules blancs ont fait la phagocytose, puis ont libéré des particules, une substance chimique, en tout cas des molécules en fait. Et ces molécules, à travers le réseau sanguin, sont allées stimuler la zone du cerveau qui a fait que cette température a augmenté. Alors après, on peut se dire, mais quel est l'intérêt pour le cerveau à faire augmenter la température? Il doit bien y avoir une raison. Sinon, il n'y aurait pas d'augmentation de température. Il y a une cause, un effet. Bon, la cause, c'est quoi? C'est qu'il y a une infection, et l'effet, c'est quoi? C'est indirectement, c'est que le cerveau, par un mécanisme évidemment qu'on ne va pas expliquer ici, parce qu'il y a dans le corps ce qu'on appelle un homéostat thermique. C'est-à-dire qu'il faut que la température reste constante à 37 degrés. Mais s'il y a des anomalies, la température peut monter. Et cette anomalie, c'est indirectement la substance chimique. Bon, maintenant, on se dit pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation de température? C'est quoi l'intérêt plutôt pour le corps de faire augmenter la température? Oui, je sais, les élèves vont me dire, je répète les choses. Je sais que je répète, mais il faut répéter. Alors, on a un graphe où l'on nous montre la vitesse de multiplication en unité arbitraire en fonction de la température du corps, en degrés Celsius. Donc, la vitesse de multiplication des bactéries pathogènes en fonction de la température corporelle du corps humain. On regarde, on a des espèces de petites colonnes. Lorsque la température est à 36 degrés, la vitesse de multiplication en unité arbitraire est de 45 à peu près. Alors pour l'instant ça ne veut rien dire. Mais les bactéries, parce que si la vitesse de multiplication était à 0, à 36 degrés, ça veut dire qu'on n'aurait pas de bactéries. Puisque là, on parle de la multiplication, de la vitesse de multiplication des bactéries. Et si on a 45, ça veut dire qu'on n'est pas en valeur 0. Donc ça veut dire que les bactéries sont là, elles sont bien là, et elles se multiplient. Se multiplier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une bactérie, à un moment donné, va se scinder en deux, donc ça fera 2 bactéries. Puis, chacune des bactéries va se rescinder en 2, puis en donner 4, etc. Donc la vitesse de multiplication peut aller très très vite. 37 degrés. On s'aperçoit que la vitesse de multiplication approche les 60. Donc vous voyez que
les bactéries préfèrent vivre à 37 degrés qu'à 36 degrés. Or, 37 degrés, c'est pratiquement la température optimale du corps. Le corps produit une température, produit une chaleur dans le corps à 37 degrés. Cette chaleur est à 37 degrés. Et ça plaît beaucoup aux bactéries. Donc là, vous imaginez bien que les bactéries, elles sont chez elles, dans le corps humain. En tout cas, elles sont très bien, elles s'y sentent bien. Lorsque l'on passe à 38 degrés, on descend à une vitesse de multiplication de 50. Donc on passe de pratiquement 60 à 50. Donc vous percevez déjà que si on passe de 37 à 38 degrés, donc on augmente la température de 1 degré, les bactéries se multiplient un petit peu moins. La vitesse est plus lente. Et lorsque l'on est à 39 degrés, la vitesse de multiplication des bactéries chute à 30. Donc là, vous voyez bien que plus la température augmente, plus la vitesse de multiplication des bactéries diminue. Et là, vous commencez à comprendre l'intérêt pour le corps de faire augmenter la température. Donc vous voyez, ce n'est pas toujours très intéressant. Si par exemple vous avez une température de 38-39, ce n'est pas forcément judicieux de baisser la température, puisque cette température qui augmente empêche les bactéries de se multiplier rapidement. Et miracle de la vie, à 40 degrés, il n'y a pratiquement plus aucune bactérie. La vitesse de multiplication est pratiquement de 0. Donc vous voyez que lorsque l'on est à une température de 40, c'est très intéressant, mais alors, c'est très intéressant parce que ça empêche les bactéries de se multiplier. Les bactéries sont très sensibles à l'augmentation de température. Mais on a dit que, attention, au-delà de 40 degrés, ça peut être très dangereux. Le corps peut avoir de gros problèmes. Alors, donc 40, c'est très bien pour détruire les bactéries. Maintenant, attention. Bon. Vous voyez avec votre médecin si par exemple vous êtes à 40 ou si vous avez un enfant qui est à 40 degrés. Bon, mais vous voyez si vous êtes 38-39, bon, c'est quand même pas la catastrophe, mais ça aide les bactéries, ça empêche les bactéries de se multiplier trop. Donc vous voyez que l'intérêt d'une augmentation de température, elle est très judicieuse. Donc le corps, donc les substances chimiques qui avaient été libérées par les phagocytes sont passées dans le sang pour aller signaler, entre guillemets, à une certaine zone du cerveau qu'il y avait une infection, qu'il fallait augmenter la température de manière à faire en sorte que la vitesse de multiplication des bactéries se trouve amoindrie. Bon. Alors ensuite, on a dit qu'il y avait une certaine douleur au niveau des aisselles. Alors est-ce que c'est bien qu'il y ait une douleur ou est-ce que c'est pas bien? Vous allez voir que c'est quand même intéressant. Alors évidemment la douleur, c'est pas la douleur en elle-même qui est bien, mais c'est ce qui fait que une douleur est déclenchée parce que quelque chose se met en place pour nous défendre. Donc c'est plutôt rassurant d'avoir mal sous les aisselles ou au niveau de certains ganglions qui sont ici, ça y est, j'ai dit le mot. Donc, lorsque vous allez voir le médecin, vous avez mal à la gorge, puis des fois vous avez des petites douleurs ici. Le médecin va faire une palpation de ce que l'on appelle les ganglions lymphatiques. Ce se forment de petites boules. Alors attention de ne pas confondre avec les glandes salivaires, ça n'a rien à voir. Donc en cas de douleur, les ganglions lymphatiques augmente un petit peu de volume, ça fait un petit peu mal, et c'est lié bien sûr à une infection. Enfin, bien sûr, c'est lié à une infection. Un ganglion, c'est un organe qui est ovoïde, qui contient des cellules, et ces cellules, on les appelle des lymphocytes. Alors, ovoïde, ça veut dire de forme ovale. Donc, on dit, les ganglions possèdent des lymphocytes. Mais c'est quoi les lymphocytes? Eh bien, les lymphocytes sont des globules blancs. On dit aussi leucocytes. Alors, leuco, ça veut dire blanc.
cyte, c'est relatif aux cellules. Par exemple, la cytologie, c'est l'étude des cellules. Donc lymphocytes, ce sont des cellules qui sont en relation avec les défenses immunitaires. Hein, vous verrez dans les cours prochains ou dans les sections supérieures le rôle exact de ces lymphocytes. Parce qu'il existe plusieurs types de lymphocytes. Alors, donc ça c'était le document numéro 4, hein, le médecin qui palpait les ganglions, là, qui effectivement constatait qu'il y avait des ganglions, donc que vous êtes infecté par un microbe. Par exemple, une bactérie. Dans le document numéro 5, on voit des résultats d'analyse sanguine d'une personne infectée depuis quelques jours. Résultats d'une analyse sanguine. Alors, on a un tableau. Dans la deuxième colonne, et tout en haut, c'est marqué personne infectée. Dans la troisième colonne, c'est marqué valeur normale. Et dans la première ligne, on a nombre de globules rouges par millimètre cube de sang. Et on a également dans une autre ligne, nombre de lymphocytes par millimètre cube de sang. Nombre de lymphocytes. Vous vous souvenez, on vous a dit dans le document numéro 4 que les lymphocytes, c'était des cellules. Et moi, je vous rajoute qu'elles font partie du système immunitaire. Ce sont des globules blancs qui ont un rôle un petit peu spécial. Donc apparemment, ces lymphocytes, intéressants, se multiplient dans les ganglions. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme valeur dans le tableau? Nombre de globules rouges, 4 315 000 chez une personne infectée. Et la valeur normale est 4 millions à 5 millions chez une personne non infectée. Et là, vous regardez 4 millions 3 et entre 4 et 5 millions pour les valeurs normales, ça veut dire que la personne soit infectée ou normale ou non infectée, ce 4 315 000 est normal. Donc il n'y a pas de modification du nombre de globules rouges apparemment. Par contre, si on regarde les lymphocytes, donc le nombre de lymphocytes, les valeurs normales d'une personne non infectée sont de 1000 à 4000. Et pour la personne infectée, dans notre cas, on est passé, cette personne, le nombre de lymphocytes est passé à 5200. Vous voyez, en théorie, il ne faut pas dépasser, les valeurs normales vont jusqu'à 4000, et là, on a 5200. Donc là, on a bien un nombre de lymphocytes, le nombre de lymphocytes a bien augmenté chez la personne infectée. Donc là, on relie un petit peu les documents 4 et 5 en disant que les ganglions sont douloureux, le médecin palpe, il constate que vous avez mal, mais il constate surtout que les ganglions ont augmenté de volume, et on déduit qu'à l'intérieur il y a des lymphocytes. Ce nombre de lymphocytes est confirmé dans le tableau après l'analyse sanguine, et on a bien une augmentation de lymphocytes suite à l'infection. Alors, voilà, donc on peut se poser la question évidemment, mais ils servent à quoi ces lymphocytes? Ils vont lutter contre l'infection, mais comment? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Dans le document numéro 6, on vous montre un frottis sanguin. Alors, c'est quoi un frottis sanguin? Un frottis sanguin, c'est un dépôt et un étalement de sang sur une lame. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans un frottis sanguin? Sanguin, ça veut dire du sang. On étale du sang sur une lame et on regarde au microscope optique, par exemple. Alors, vous savez très bien qu'il y a des globules rouges dans le sang. Donc, si on regarde une coupe au microscope, il y a de grandes chances que l'on voit des globules rouges, et c'est effectivement ce que l'on voit. Mais on voit également des cellules qui sont rondes et qui ont pris une certaine couleur, parce que lorsqu'on étale la goutte de sang sur une lame, on peut s'amuser à mettre des colorants. Bon, bref, peu importe. Donc les globules blancs se trouvent colorés d'une certaine couleur, et là par exemple c'est du rose, rose-violet, bleu. Bon. Et on a des cellules bien rondes qui sont un petit peu plus petites ou pratiquement la même grandeur que les globules rouges, mais qui sont bien circulaires
Et donc ce sont des globules blancs, hein, on en voit deux sur la photographie. Donc on a au niveau du frottis sanguin, donc des lymphocytes sont des globules blancs, ils sont impliqués dans les réactions immunitaires qui mettent du temps à se déclencher. Ça veut dire qu'ils font partie des réactions qui se mettent en place un certain nombre de jours après l'infection, et lorsque les premières réactions rapides se sont mises en place et n'ont pas été efficaces. Donc ça veut dire qu'un deuxième système de réaction lente se met en place. Donc on a vu qu'il y avait la température qui permettait de constater qu'il y avait une infection, et on avait vu que l'explication de cette température était que de l'augmentation de température était que les bactéries étaient censées être détruites aux environs de 39-40 degrés. Mais si les ganglions continuent à faire souffrir, c'est-à-dire si le nombre de lymphocytes à l'intérieur augmente de plus en plus, eh bien il va falloir essayer de comprendre à l'avenir, bon pas aujourd'hui, mais que ces lymphocytes vont avoir un rôle important. Alors on va présenter dans le document numéro 7 des organes impliqués dans la réponse immunitaire. Alors on voit, alors évidemment on a dit les ganglions lymphatiques, hein, si vous regardez, il y a des choses qui sont représentées en vert, tout un réseau représenté en vert, et on a des ganglions lymphatiques, alors au niveau du cou, il y en a un petit peu partout en fait, hein, au niveau de l'aine, au niveau des aisselles, etc. Bon, il y a un organe que l'on appelle le thymus aussi. Donc il y a la rate, la moelle osseuse qui produit des globules blancs, donc très important. Donc voilà, on a le réseau lymphatique, hein, où on voit qu'il y a un système lymphatique qui existe en parallèle au réseau sanguin, et que à certains endroits, à beaucoup d'endroits en fait, il y a des espèces de petites boules vertes, que l'on voit vert sur le schéma, et qui correspondent à des ganglions lymphatiques. Dans ces ganglions, il y a des lymphocytes qui peuvent se multiplier de manière très importante, et donc faire gonfler le ganglion, et induire une certaine douleur qui prouve que les lymphocytes se multiplient et s'apprêtent à lutter contre l'infection. Alors nous ne dirons pas comment aujourd'hui. Donc le corps renferme de nombreux organes immunitaires. La moelle osseuse, elle, produit de nombreuses cellules, dont les lymphocytes. Alors il n'y a pas que les globules blancs, hein. La moelle osseuse, elle produit beaucoup de choses. Bon, on n'en parlera pas évidemment aujourd'hui. Donc les lymphocytes vont se déplacer ensuite. Donc ça veut dire que les lymphocytes vont quitter les ganglions. Et à remarquer que lorsqu'il y a une infection, ce sont les ganglions les plus proches du lieu d'entrée des microbes qui vont gonfler en premier, et ce qui va induire une douleur. Alors évidemment, on est un petit peu frustré parce qu'on se dit, il y a des lymphocytes. Alors on connaissait le rôle des phagocytes, c'était celui de phagocyter les bactéries, donc de les ingérer, de les réduire en petits morceaux, et puis faire en sorte qu'à un moment donné, il y a des messages chimiques qui vont aller dire au cerveau, il faut augmenter la température. Pourquoi augmenter la température? Eh bien parce que la vitesse de multiplication des bactéries s'en trouve réduite. Et lorsque l'on arrivait entre 39 et 40, les bactéries arrêtent de se multiplier. Oui, mais là, dans notre cas, eh bien les ganglions, alors au niveau du cou, mais au niveau de l'aisselle et peut-être ailleurs aussi, ont augmenté de volume. Donc ce qui veut bien dire que l'infection est persistante et que la température en elle-même n'a pas suffi à enrayer la multiplication des bactéries, donc à les éradiquer. Donc les lymphocytes vont mettre en place un autre système de défense que nous ne comprenons pas ici. Et nous sommes très frustrés. Donc nous allons le découvrir bien sûr dans les autres cours. Voilà, bon, on peut s'amuser maintenant à faire le bilan. Alors est-ce qu'on a répondu à la problématique de départ, c'est-à-dire on avait dit que est-ce que les symptômes pénibles présentent un aspect positif? Alors les symptômes, c'est quoi? C'est l'augmentation de température et des ganglions qui sont un petit peu douloureux. Est-ce que c'est positif ou négatif? On a vu que c'est positif. Hein. Bon, je ne vais pas répéter encore pourquoi. Alors, si on résume un petit peu, hein, donc on a dit
que vous deviez montrer que la fièvre présentait un intérêt dans la lutte contre les micro-organismes à l'aide des documents 1, 2 et 3, et vous deviez relier la douleur à l'aisselle à la présence d'une réponse immunitaire dans les documents 4 à 7. Alors, juste une petite parenthèse. Alors, j'ai dû... Non, bon, voilà. Juste 30 secondes. Alors, voilà. Donc, si on fait un petit récapitulatif. Donc, on avait vu dans un cours précédent, C4 098, que la réaction rapide avait lieu lorsqu'il y avait une infection. Mais si cette réaction rapide n'est pas efficace, alors des réactions qui se mettent en place plus lentement dans le temps vont essayer d'enrayer l'infection. Donc, dans un premier temps, le symptôme de la fièvre a été mis en avant et elle est survenue quelques jours après une contamination. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une entrée de bactéries à un certain endroit, par exemple une plaie. Ça, c'est ce que montrait le document numéro 1. La fièvre avait pour origine la stimulation d'une zone du cerveau qui commandait la production de chaleur, suite à l'activité des phagocytes, donc à l'aide du document 2, qui montrait que des substances chimiques étaient produites par les phagocytes suite à la phagocytose, et que ces substances chimiques qui, par l'intermédiaire du réseau sanguin, se dirigeaient vers une certaine zone du cerveau. Et le document numéro 3 permettait de comprendre l'intérêt de l'élévation de température corporelle, car elle permettait de comprendre qu'arrivé à une certaine température, eh bien, les bactéries ne se multipliaient plus. Bon, mais ça ne suffit pas. Dans un deuxième temps, le gonflement des ganglions est mis en avant. Il est dû à la multiplication d'une catégorie de globules blancs que l'on appelle des lymphocytes. Alors on verra qu'il y a plusieurs types de lymphocytes. Ces lymphocytes donc vont se multiplier dans les ganglions suite à une infection. Alors c'est pareil, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que les ganglions, comment est-ce que les ganglions savent qu'il faut se multiplier? Comment est-ce que les lymphocytes dans les ganglions savent qu'il faut se multiplier? On peut se poser la question. Alors tout à l'heure, il y avait des substances chimiques, on peut se dire il y a peut-être des substances chimiques qui vont arriver jusqu'aux lymphocytes et qui vont faire qu'ils vont comprendre qu'il faut se multiplier. Bon, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc ça, c'était dans le doc 4. Et cette multiplication des lymphocytes peut également être repérée par leur augmentation dans le sang. On avait vu qu'on avait une valeur de 5200 à peu près, alors qu'en théorie, ça ne dépasse pas les 4000 lymphocytes chez une personne qui n'est pas infectée. Donc c'est un indice d'infection dans l'analyse d'un frottis sanguin. C'est ce qui était dans le document 6. Et le document 7 nous permettait d'identifier l'origine de la douleur. Donc c'est un ganglion au niveau de l'aisselle où il s'est blessé et qui a naturellement gonflé. Donc ça veut dire que le lieu de l'infection au niveau de Romain n'est pas très loin de l'aisselle. Effectivement, c'était au niveau d'un poignet. Bon. Donc voilà. Donc la fièvre apparaît donc plusieurs heures après la contamination. Elle présente un intérêt dans la lutte contre les micro-organismes, car lorsque la température dépasse les 37 degrés, la vitesse de multiplication des bactéries est diminuée très largement pour s'annuler à 40 degrés. La fièvre est donc une réponse normale de l'organisme qui met un peu plus de temps à répondre que les réactions rapides, et ceci suite à l'activité des phagocytes. La douleur à l'aisselle du jeune homme était due à l'augmentation du nombre de certains globules blancs, que l'on appelait les lymphocytes, suite à l'infection. Cela provoquait le gonflement des ganglions, notamment situés du côté de l'aisselle, et ce gonflement des ganglions traduit le début d'une réponse immunitaire plus lente qui se met en place et dont nous allons découvrir les effets dans une prochaine vidéo. Voilà, donc le cours est terminé. Maintenant, donc C4 098, C4 099 à bien comprendre, et nous allons découvrir la suite dans C4 100. Le cours est terminé, merci.